Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les 3/4 du verre rempli de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Vous buvez de l'eau à plus ou moins 4 degrés. En Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les 3/4 du verre rempli de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Dans la culture yogique, si vous êtes un yogi, si vous êtes sur le chemin de la transformation intérieure, vous voulez amener votre système à une autre dimension en termes de possibilités, alors vous buvez de l'eau avec une différence de seulement 4 degrés vers le haut et vers le bas. Autrement dit, votre température corporelle normale est environ 36 degrés. Donc ce que vous buvez peut être entre 32 et 40 degrés. C'est la meilleure façon de boire. Si vous êtes un étudiant, c'est-à-dire que vous voulez absorber des connaissances, vous ne cherchez pas à vous transformer, vous voulez juste vous imprégner de savoir, alors ce que vous buvez doit être à plus ou moins 8 degrés. Donc ce que vous buvez doit être entre 28 et 44 degrés. Si vous êtes dans une situation de famille et que la transformation ou le savoir ne vous intéresse pas, vous voulez juste vous occuper de votre femme, de vos enfants et de votre mari, c'est tout ce qui compte pour vous, alors ce que vous buvez peut être à plus ou moins 12 degrés. Au-delà, ce n'est pas considéré comme étant propice à quiconque. Donc il est impopulaire de dire une telle chose, mais il est important que ce que vous consommiez soit suffisamment proche de votre température corporelle, pas trop éloigné de celle-ci, parce que ça va perturber la façon dont l'eau se comporte dans le système si l'on consomme de l'eau ou n'importe quelle substance dont la température est très éloignée de la température du corps. Je sais que ceux qui adorent les glaces vont me crier dessus maintenant. Je vous donne simplement les conditions idéales. Ceux d'entre vous qui veulent vivre dans la zone idéale, ou en être conscient autant que possible, rester dans cette zone est une bonne chose. Si vous n'avez pas soif, si vous ne buvez pas d'eau, rien ne se passera, vous irez bien. Il n'y a qu'en Amérique que vous allez mourir si vous ne buvez pas d'eau. Les gens ne boivent comme ça nulle part ailleurs. Quand ils ont soif, ils boivent de l'eau, autrement ils vont bien, même dans un désert. Il n'y a qu'en Amérique, dans un climat froid, que tout le monde a une bouteille et sirote en permanence, parce que les machines du marketing les ont convaincus qu'ils doivent boire beaucoup d'eau. Une consommation excessive d'eau, surtout si elle a lieu par petites gorgées, le corps l'absorbe. Quand il l'absorbe, les niveaux de sodium, qui sont très finement régulés, vont baisser. Le reste du corps est également affecté, mais on ne le remarque pas forcément. Mais dans le cerveau, la baisse des niveaux de sodium va faire gonfler le cerveau. Ça ne veut pas dire que votre cerveau grossit, le gonflement est une sorte de maladie, d'accord? Pas une expansion du cerveau. Il gonfle à cause d'un manque de sodium. Donc parce qu'il n'y a pas assez de sodium, plus d'eau entre dans le cerveau pour essayer de lui fournir le sodium nécessaire pour maintenir l'équilibre. Donc plus d'eau dans votre cerveau veut dire que vous pataugez. Des déséquilibres psychologiques vont se produire. Voyez, si vous buvez beaucoup d'eau, d'un coup, le corps va décider de la quantité à absorber et de la quantité à éliminer. Mais si vous sirotez toute la journée, le corps est comme trompé et a tendance à absorber plus d'eau qu'il ne le devrait. Mais disons que là maintenant vous buvez 2 litres d'eau. Toute l'eau n'entrera pas dans le système. Ce qui est nécessaire, il le prendra, le reste sera éliminé. Personne n'a besoin de boire de l'eau simplement parce que vous pensez que c'est une bonne chose. Quand vous avez soif, vous devez boire de l'eau. Juste pour être sûr d'en boire assez, buvez 10% de plus que ce dont vous avez réellement besoin, quelques verres de plus, juste pour vous assurer que vous n'en buvez pas moins. Vous avez un certain temps avant de pouvoir boire. Ce n'est pas une urgence. En même temps, lorsque vous avez besoin d'eau, si vous avez soif et que vous ne buvez pas,
ça va endommager le système. Les dégâts au cœur sont immenses si l'eau nécessaire n'est pas disponible dans le système. Mais quand je parle d'eau, il ne s'agit pas seulement de l'eau à boire. Vous devez manger des aliments à haute teneur en eau. Si vous mangez un fruit, c'est presque 90% d'eau. Les légumes et autres contiennent plus de 70% d'eau. Lorsque vous consommez des aliments, leur teneur en eau devrait être au moins égale à la teneur en eau de votre propre corps. Donc tous les aliments que vous mangez devraient contenir au moins 70% d'eau. C'est la raison pour laquelle les légumes, les fruits doivent faire partie de votre régime alimentaire pour que ça soit là. C'est un outil fantastique pour maintenir les gens en esclavage pour toujours. Et pour couvrir cela, il y a beaucoup d'autres histoires dans lesquelles je ne veux pas entrer. Des outils phénoménaux pour contrôler les populations. Ce qui a été fait avec succès depuis longtemps. Ça dépend de la façon dont on s'est façonné. Si nous devenons des êtres humains merveilleux, c'est une chose. Si nous sommes devenus une horrible manifestation de l'humanité, c'est à coup sûr le péché originel. C'est une erreur. Péché est un mot trop fort, c'est peut-être une erreur. Donc trop d'erreurs sont commises dans le monde, aucun doute là-dessus. Vous prétendez apprécier ou vous vénérez celui qu'on appelle le Créateur. Mais vous avez un énorme problème avec la création. Si vous n'appréciez pas la création, pourquoi diable devriez-vous vénérer le Créateur? Quelqu'un qui a fait du si mauvais travail, la seule façon dont vous pouvez même naître est par le péché. Je pense qu'il doit être banni. Maintenant, c'est un outil fantastique pour maintenir les gens en esclavage pour toujours. Si vous ne leur permettez même pas d'accepter leur biologie, ils n'arriveront jamais à accepter quoi que ce soit dans leur vie. Ils seront toujours dépendants d'une institution ou d'une personne ou de quelque chose qui prétend avoir des relations. Un jour, un mafieux italien est amené devant la cour de justice. Et il entre avec un gros cigare à la main et va s'asseoir comme ça, comme si il était invité. Alors le juge remarque son arrogance et dit, « Avez-vous un avocat ?» Il souffle sa fumée et dit, « Eh bien, j'ai des amis dans le jury. » Donc, les gens qui sont censés avoir des relations ailleurs, vous serez toujours leur esclave. Parce que vous vous sentez coupable de votre biologie. Tout cela prend des formes de plus en plus grossières. Donc à part dans certaines cultures, partout ailleurs, où les croyances religieuses dominantes ont été propagées, dans toutes ces cultures, malheureusement, ils vous font vous sentir coupable de votre existence même, parce que de cette façon, vous serez toujours esclave de ce qu'ils ont mis en place. Quoi que ce soit, quelque chose d'aussi fondamental que les cycles menstruels d'une femme, elle doit s'en sentir coupable et elle est impure, son existence est impure. Malheureusement, je veux que vous et tous les enseignants du monde comprennent que si votre mère n'avait pas de cycle menstruel, vous ne seriez pas né, même si elle a rencontré votre père. Oui, donc le matériel de fabrication de la vie, inutilisé, est ce qu'il est.
Et si cela est impur, votre naissance même est impure, c'est de toute façon ce qu'ils essaient de vous dire, que votre naissance est impure. Et pour couvrir cela, il y a tout un tas d'autres histoires dans lesquelles je ne veux pas entrer. Dès lors que vous n'acceptez pas votre propre existence physique, essentiellement, vous n'accepterez jamais aucune autre dimension de votre vie. Cette seule chose va vous étouffer pour toujours. C'est une astuce fantastique pour vous maintenir asservi pour toujours. Pas étonnant que les institutions aient duré. Bien qu'elles aient perdu leur pertinence, elles se maintiennent simplement parce que votre existence même, vous vous en sentez coupable. Si vous vous sentez coupable de votre existence même, ça veut dire que celui ou ce qui est la source de la création devrait être encore plus coupable. Vous êtes éternellement coupable, et ce qui a créé tout ceci doit porter encore davantage le poids de la culpabilité. La culpabilité et la peur ont été des outils phénoménaux pour contrôler les populations. Ce qui a été fait avec succès pendant longtemps. Il est temps que cela cesse. Un rogi ne dormira pas la nuit, un bogi ne dormira pas la nuit, un yogi ne dormira pas non plus la nuit, car pour lui aussi la nuit est très propice. Ce que la lumière vous fait, elle rend tout distinct. Supposez que les lumières s'éteignent. Il y a un certain sentiment de manque de limite dans la nuit. Donc pour le yoga, pour la sexualité, pour l'amitié, pour être ensemble, pour étudier, pour se concentrer, pour toutes ces choses, la nuit semble être plus propice. Ma question est la suivante, je sens personnellement que je fonctionne plus efficacement la nuit que pendant la journée. Ce n'est pas que j'ai changé mon horloge biologique ou quoi que ce soit, et que je dors pendant la journée. Mais c'est juste que je me sens plus productive, non seulement lorsque je travaille, mais en général. Je me sens dynamisé la nuit. Alors pourquoi est-ce ainsi? Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon pays. Il y a 3 types de personnes qui ne dorment pas la nuit. Un rogi ne dormira pas la nuit. Un rogi veut dire une personne malade, parce qu'il ne peut pas dormir. Un bogi ne dormira pas la nuit. Quelqu'un qui recherche le plaisir ne dormira pas la nuit, parce que la nuit est propice pour lui, pour son genre d'entreprise. Un yogi ne dormira pas non plus la nuit, car pour lui aussi, la nuit est très propice. Lequel êtes-vous? Vous pouvez en décider, je ne veux rien dire à ce sujet. Pourquoi la nuit est... Voyez la lumière? Nous attachons de la valeur à la lumière parce que notre système visuel est fait d'une certaine manière. Ce que la lumière vous fait, c'est que elle rend tout distinct. Voyez maintenant, parce que c'est éclairé, je peux voir cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne. Imaginez que les lumières s'éteignent et qu'il se mettent à faire noir. Je vois juste une masse de gens. Je ne vois pas cette personne, cette personne, cette personne. Donc il y a un certain sentiment de manque de limite dans la nuit. Donc pour le yoga, pour la sexualité, pour l'amitié, pour être ensemble, pour étudier, pour se concentrer, pour toutes ces choses, la nuit semble être plus propice, parce que la différence entre ce qui est vous et ce qui est l'autre diminue la nuit, simplement parce que notre système visuel fonctionne comme ceci. Là où il n'y a pas de lumière, tout fusionne dans notre expérience. Donc un yogi, un bogi, un rogi, tous 3 font usage de la nuit. Vous pouvez aussi en faire usage. Il n'y a pas de problème, sauf si vous dormez en classe. Si vous ne dormez pas en classe, c'est bien, rien de mal à ça. Mais vous allez voir, essayez ceci et vous verrez. Puis-je partager quelque chose? J'ai été fait comme ça. Si je dors le matin, normalement, mon école était à 8h30 du matin.
À partir de 6h45, ma mère et mes sœurs vont commencer à me réveiller. C'est une succession d'efforts. Beaucoup de choses, elles vont me faire asseoir dans le lit. Elles vont venir me tordre le bras et faire ceci et cela. Ma mère le fait doucement, mes sœurs vont faire ça. Ensuite, elles vont me traîner, et ma mère va me mettre du dentifrice sur la brosse à dents et me la donner, je vais la mettre dans ma bouche et... Elle va chercher mes vêtements et dire « Va prendre une douche, c'est l'heure, c'est l'heure !» Je vais dans la salle de bain et m'endors. Si personne ne me réveille, jusqu'à 1h ou 2h de l'après-midi, je vais juste dormir à point fermé, pas réveillé à me retourner dans tous les sens, simplement mort. Mais j'ai commencé à pratiquer le yoga à l'âge de 12 ans. En à peu près, peut-être 8 à 9 mois. Après ça, peu importe où je suis, même jusqu'à ce jour, où je suis, dans quel fuseau horaire je suis, chaque jour je suis dans un fuseau horaire différent, mais à 3h35, 3h40, je me réveille simplement. Parce que certains changements ont eu lieu dans la nature à ce moment-là, mon corps se réveille simplement. Si je veux, je peux me lever et faire ce que je veux. Si je ne veux pas, je peux dormir un peu plus. Mais il se réveille toujours. Donc, vous devez apporter une certaine sensibilité au système pour que... Voyez-vous, vous êtes un produit de cette planète, oui ou non? Peu importe les bêtises que les individus peuvent penser d'eux-mêmes, nous sommes tous juste un pop-up de cette planète. Vous avez vu ces pop-up sur l'écran d'ordinateur? Pop, pop. Oui? Vous êtes juste un pop-up. Vous serez parti. Vous ne pouvez pas croire que vous serez parti. Hein, moi? Je serai parti. Oui, toutes les personnes très intelligentes. Un nombre incalculable de gens qui ont foulé cette planète avant vous et moi. Où diable sont-ils? Pas un signe. Tous sont devenus de la Terre, n'est-ce pas? N'étaient-ils pas des pop-ups? N'êtes-vous pas un pop-up? Pop, pop. Vous pensez peut-être que vous avez une vie super et ceci et cela. En ce qui concerne la Terre, elle ne fait que recycler son sol. Elle vous envoie juste en haut et vous reprend, vous envoie en haut et vous reprend. Donc, dans ce petit pop-up, la chose importante est, la chose la plus importante est que vous créez une sensibilité en vous, une sensibilité telle que chaque dimension de la vie entre dans votre expérience. Avant que vous ne tombiez raide, n'est-ce pas important que vous fassiez l'expérience de cette vie à la plus grande échelle possible? Oui ou non? Expérience veut dire, les gens pensent, il faut qu'on fasse la fête tous les jours. Non, non, la même fichue chose, combien de fois allez-vous la faire? Et il y a bien plus exploré pour la vie humaine. Vous devez devenir sensible. Quand je dis sensible, parce que le mot sensible est mal utilisé, dans le sens où, quand les gens disent « Oh, elle est très sensible », on est censé comprendre qu'elle sera blessée par à peu près n'importe quoi. Oui? Non, être sensible à la vie et être sensible à l'ego sont deux choses différentes. Être sensible à la vie veut dire, si vous entrez dans cette salle, vous faites l'expérience de tout ce qui est ici, vous ne manquez rien. Si vous marchez dehors, vous ne manquez rien, chaque dimension de la vie devrait entrer dans votre expérience. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai achète un âne. Il achète un âne de bas. Et l'homme qui vend l'âne dit, « Voyez, c'est un âne très sensible. Vous ne pouvez pas battre cet âne. Vous ne pouvez pas dire de gros mots, vous ne pouvez pas maltraiter cet âne. » Shankaran Pillai dit, « C'est super, chaque jour, ça me fatigue de battre ces ânes et de les maltraiter. Chaque jour, je dois dire des gros mots pour faire bouger ces ânes. Un âne sensible, ça me plaît, et il paye un petit bonus en plus, pour la sensibilité de l'âne, et le ramène chez lui. Il le laisse dans la grange, et le lendemain matin, il doit aller travailler. Il y va et dit à l'âne, « S'il te plaît, allons-y. » Pas de réponse. Il dit, « S'il te plaît, allons-y. » Rien. Il s'agenouille et prie. Rien. Vous n'êtes pas censé le maltraiter, vous n'êtes pas censé le battre. Ne sachant pas quoi faire, il retourne chez l'homme qui a vendu l'âne. Voyez, j'ai demandé, j'ai supplié, j'ai prié. Il ne répond pas, que suis-je censé faire? L'homme dit, vraiment, laissez-moi voir. Et il arrive.
Il ramasse un gros bâton comme ça. Un coup sur la tête. Puis il jette le bâton et dit « Viens !» L'âne le suit. Shankaran Pillai devient furieux. « Espèce d'idiot, vous avez dit que c'est un âne sensible. Et la façon dont vous avez frappé cet animal, je n'ai jamais frappé un animal comme ça de ma vie. » Il dit « Non, 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 il est très sensible. D'abord, vous devez attirer son attention. » Donc, développer sa sensibilité veut dire, si vous fermez simplement les yeux, vous devez savoir quelle est la phase de la lune là maintenant. Parce que tout cela joue sur votre corps. Chaque jour, ça joue sur votre système. Avez-vous vu que si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, la mer tout entière monte? Il y a des marées, n'est-ce pas? Vous êtes allé en bord de mer ou pas? Oui, il y a des marées. Oui, l'océan tout entier tente de s'élever. 72% de votre corps est constitué d'eau. Vous pensez que rien ne s'élève? Ça s'élève. Pour chaque position du soleil, de la lune et beaucoup de choses qui ont lieu pour la planète, elles ont lieu pour vous. Vous devez devenir sensible à la vie. Alors, vous saurez comment gérer chaque aspect de votre vie. Ne devenez pas sensible à l'ego, ne devenez pas sensible à la société. Sensible à la vie, si vous le devenez. Ce qui se passe avec cette vie, si vous savez cette unique chose tout le temps, vous verrez, votre GPS est allumé. Il n'y a vraiment pas de problème, vous ne vous perdrez jamais, peu importe qui dit quoi, dans quel genre de situation vous êtes, vous n'êtes jamais perdu, parce que vous êtes sensible à la vie. C'est tout ce dont cette vie a besoin, que ceci devienne sensible à la vie. Là maintenant, nous avons développé une structure psychologique qui n'a rien à voir avec la vie. Elle a quelque chose à voir avec la scène sociale, rien à voir avec la vie. J'ai regardé vos vidéos sur YouTube, c'est la première fois que je vous vois en personne. Donc j'ai une question basique qui sera utile à tous ici. Tout le monde parle de, vous savez, se connaître soi-même, et la première étape est de se tourner vers l'intérieur. Et pour se tourner vers l'intérieur, c'est la méditation. Et quand j'essaye S'il vous plaît, je n'ai jamais rien dit de tel. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit tout ça. Ok, alors comment est-ce qu'on se tourne vers l'intérieur? Vers l'intérieur de quoi? Vous êtes déjà à l'intérieur de la salle. Vers l'intérieur de quoi? Vers l'intérieur de nous-mêmes. Ok, si c'est vrai que c'est la première étape pour avoir réponse à toutes les questions, si se tourner vers l'intérieur est la réponse, alors comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, vous devez comprendre ce qu'est l'intérieur, d'accord? Et ce qu'est l'extérieur. Si vous ne comprenez pas ce qu'est l'intérieur et l'extérieur, vous allez vous tromper de route à chaque fois. Donc, qu'est-ce que l'intérieur? Votre corps, accumulé au fil du temps. Oui ou non? Allô? Madame? Ce que vous accumulez peut être à vous, ne peut pas être vous. Est-ce que ça c'est clair? Quoi que ce soit. Ce que vous accumulez peut être à vous, ne peut pas être vous. Donc, ce corps est une accumulation. Ce que vous appelez votre mental, tout le contenu du mental est accumulé, selon ce à quoi vous êtes exposé dans votre vie. Donc votre corps est un amas de nourriture, petit ou grand. Votre mental est un amas d'impressions, à nouveau petit ou grand. Entre ces deux amas, où donc êtes-vous? Donc, intérieur, extérieur, laissez tomber ces mots parce que, avec le langage, il n'y a qu'une certaine marge de manœuvre. Donc dans ces limites, peut-être que différentes personnes essaient de les utiliser de différentes façons. On ne sait pas dans quel contexte elles les utilisent. Vous mettez tout le monde dans un même sac et dites, vous avez tous dit ceci, je ne sais pas qui sont tous ces gens. Différentes personnes ont employé différentes méthodes autour d'elles, en regardant les gens autour d'eux, ce qui était le plus adapté aux gens autour d'eux, et en fonction de cela, ils ont travaillé très probablement. S'ils sont authentiques, ils auront travaillé avec les gens autour d'eux, pas avec des concepts de quelque part. En regardant un individu, vous allez faire quelque chose, ce qui marche pour cette personne. Ce que vous faites avec cette personne ne marchera peut-être pas pour une autre, vous allez devoir faire autre chose avec cette personne. Mais vous parlez d'intérieur, extérieur en général. Donc d'abord, déterminez ce qui est intérieur, extérieur.
Tout est extérieur en ce moment. Le monde est à l'extérieur. Le corps aussi est une matière extérieure. Toute la matière dans le mental aussi est extérieure. Donc qu'est-ce que cet intérieur dont vous parlez? Ensuite, vous allez immédiatement dire Atma, Paramatma, âme, celui-ci. Maintenant, vous entrez dans un système de croyance. Vous ne savez pas. Vous savez que vous avez un corps, oui? Allô? S'il vous plaît, vérifiez vos voisins. Vous savez que vous avez un corps. Vous croyez que vous avez un mental. Mais dans une certaine mesure, vous le savez. Mais le reste est de la croyance. Oui ou non? Je ne demande pas si c'est vrai ou faux, ne rentrons pas du tout là-dedans, mais c'est de la croyance, ça ne fait pas encore partie de votre expérience. Si vous parlez de quelque chose qui ne fait pas encore partie de votre expérience, pour parler franchement, vous n'êtes qu'un fichu menteur. C'est ce que ça veut dire. Mais comme les mensonges sont sacrés, les mensonges sont dans les Écritures, les mensonges sont répétés par toutes sortes de gens qui ont revêtu différents habits, qui sont censés être saints, bien que ridicules. À cause de cela, vous n'êtes pas censé questionner ces mots. Où que ce soit, la première chose que les gens disent c'est « Sadhguru, et l'âme alors ?» Je leur demande « Quelle âme? La droite ou la gauche ?» Donc, ne parlons pas de quelque chose qui n'est pas dans votre expérience. En ce moment, votre corps est dans votre expérience, dans une certaine mesure. Votre mental est dans votre expérience, dans une certaine mesure. Le reste, vous ne savez pas, mais on peut inférer. Pour que je puisse accumuler tant de corps, pour que je puisse accumuler tant de mental, quelque chose de plus fondamental doit être là. Oui? Quelque chose de plus fondamental doit être là. On n'a aucune idée de ce que c'est. Pour le moment, on va l'appeler vous. Comment allez-vous entrer en vous-même? Je vous le demande. Vous pouvez entrer dans cette salle, vous pouvez sortir de cette salle. Comment allez-vous entrer en vous-même? Je vous le demande. Ce que je dis, c'est laissons tomber ça, ce n'est pas comme ça. Faites comme ça. Ce qui n'est pas vous, toutes ces choses, vous les mettez de côté. Aujourd'hui, avant d'aller au lit, tout ce qui n'est pas vous, mettez-le de côté. C'est peut-être précieux pour vous. Pensez-y, votre maison, est-ce vous? Oh, ma maison. D'accord, vous êtes très épris de votre maison, mais d'accord, mettez-la de côté. Votre époux, est-ce vous? Non, ça c'est facile, ce n'est pas moi. Mes enfants, sont-ils moi? Oh, un peu difficile, mais non. Ils ne sont pas moi. Ils commencent à vous le dire, s'ils ont 12 ans, ils vous l'ont déjà dit. Donc, les vêtements que vous portez, est-ce vous? Non. Le corps que vous habitez, est-ce vous? Non. Toutes ces pensées et émotions sont-elles vous? Non. Tout ce qui n'est pas vous, mettez-le dans un tas. Pas physiquement. Faites juste ça mentalement. Mettez tout de côté. Voyons voir. Chaque jour, vous pratiquez ça. Un jour, quand vous réussirez à laisser de côté tout ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes sera là. Nous avons trop d'idées sur des choses que nous n'avons pas vues. C'est un gros problème. Shankaran Pillai va chez Britannia. Est-ce que je peux? Shankaran Pillai va chez Britannia Industries pour trouver du travail. Donc il cherche un directeur des ventes très brillant et qui voit loin. Alors il lui pose une question. Qu'est-ce qui est le plus loin? Mumbai ou la Lune? Shankaran Pillai réfléchit, il dit Mumbai. Ils disent quoi? Mumbai est plus loin que la Lune. Il dit oui. Comment ça? Eh bien, je vois la Lune, mais je ne vois pas Mumbai. Donc ce que je dis, c'est que, si vous vous fiez à votre perception actuelle, vous n'en tirerez que des conclusions fausses. Donc, ne soyez pas pressés de tirer des conclusions. Prêtons un peu plus attention.
Vous êtes une vie précieuse qui mérite de l'attention, n'est-ce pas? Ne cherchez pas l'attention des autres. Votre propre attention. Cette vie ne mérite-t-elle pas de l'attention? Prêtez attention à ceci. Assez d'attention. Tout sera clair. Tout ce qui vous concerne, vous me le demandez à moi. Si je vous le dis, qu'avez-vous? Vous avez quelques mots de plus. Vous avez quelques mots de plus. Ça ne vous rapprochera pas du tout de la vérité. Un mot de plus ou 10 mots de plus ne vous rapproche pas du tout de la réalité. Vous aurez juste plus de choses à dire à quelqu'un d'autre. Ce genre de oui-dire se répand dans le monde. Tout le monde sait où est Dieu, qui est sa femme, combien il a d'enfants, sa date d'anniversaire, son adresse. Dans chaque bhajan, les gens chantent son adresse, où il est, comment le joindre, mais ils ne connaissent pas une fichue chose sur eux-mêmes. Ce genre de... que dire, d'ignorance très savante est dangereuse. Vous savez? Si vous ne savez pas, ce n'est pas un problème. Si je vois que je ne sais pas, la possibilité de savoir est toujours là, n'est-ce pas? Si je ne sais pas et que je pense que je sais, alors j'ai détruit toute possibilité. Donc, on a conclu beaucoup de choses. On sait, dans chaque culture, ils savent quelle est la nature de Dieu, où il habite, comment est l'ambiance sur place et comment ça marche, vous savez? Tout le monde connaît la géographie du paradis, n'est-ce pas? Pas vous? Mais vous ne savez pas une fichue chose sur vous. Il est temps que nous prêtions attention, parce que tout ce que vous savez, vous ne le savez que tel que c'est projeté au firmament de votre mental. Vous ne savez rien d'une autre façon, oui ou non? Donc, ce que vous devez ajuster, c'est que vous voyez tout dans le miroir de votre mental, et le miroir est déformé. D'abord, ajustez-le. La première chose, c'est de le rendre stable, lisse, un miroir plat, pour que vous voyez tout tel que c'est. Est-ce qu'un miroir plat vous montre tout tel que c'est? Tout inversé, vous savez. Ensuite, vous allez devoir le retourner. Cela demande bien plus d'adresse. La plupart des gens ne savent pas retourner un dosa. Maintenant, pour retourner tout l'univers, toute la vie qui se reflète dans votre mental, pour la retourner sans la casser en 1000 morceaux, est bien plus exigeant. Mais la première chose, c'est d'aplanir le miroir, pour qu'il vous montre tout tel que c'est. Pas d'une autre façon. En ce moment, tout est vu selon la façon dont vous vous êtes identifié à quelque chose. Chaque identité a déformé le miroir de votre mental, et il vous montre les choses d'une façon qui est complètement différente de ce qu'elles sont. La première chose, c'est d'arrêter de parler de choses que vous ne connaissez pas. Pas d'âme, d'atman, de paramatman, de Dieu, de divin, de paradis. Parlez de choses que vous connaissez. Et alors, le désir de faire le prochain pas va devenir fort. Autrement, quand vous connaissez la géographie du paradis, pourquoi y aurait-il besoin de prêter attention à quoi que ce soit? Votre mental est votre employé, oui ou non? Pourquoi en avez-vous fait votre ennemi? Le ressentiment, la colère, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez. Et vous vous attendez à ce qu'un autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Occupez-vous de celui-ci. Réglez celui-ci avant de vous lancer dans le monde. Une fois, Shankaran Pillai avait... Quoi? Vous riez de la maladie de quelqu'un, ce n'est pas bien. Shankaran Pillai avait une tuberculose chronique. La tuberculose. Donc il va chez le médecin. Ça s'infectait depuis longtemps, mais c'était devenu un trop gros problème, donc il y va. Le docteur fait une radio et regarde de gros trous dans les poumons. Il dit, vous devez être admis à l'hôpital tout de suite. Et ça demande une petite opération. Et vous devez rester à l'hôpital minimum 6 mois. Et ça va vous coûter 50 000 $. Shankaran Pillai dit, non, pas question.
50 000 $, c'est sûr que je ne les ai pas. 6 mois, pas question. Je peux vous donner 100 $. Que pouvez-vous faire? Maintenant. Le médecin le regarde la radio, le regarde la radio et dit, « Eh bien, pour 100 $, je peux retoucher la radio pour vous. » Il est possible que vous ayez causé des dommages physiques à votre système, une maladie, à cause de vos schémas de pensée. Très possible. Parce que vous êtes un psychosoma. Tout ce qui a lieu dans le mental a invariablement lieu dans le corps. Mais une fois que les dommages sont manifestés dans le corps, physiquement, essayer de les évacuer par la pensée pourrait n'être qu'une illusion. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout possible, mais après tout, vous n'avez qu'une vie, vous ne prenez pas un tel risque. Oui, vous voudriez aider avec votre processus de pensée aussi, mais non, je vais juste m'asseoir et les évacuer par la pensée. Vous pourriez vous évacuer vous-même. Vous savez? Donc, n'essayez pas de telles choses. Maladie ou pas maladie, vous n'avez pas le droit de saccager votre mental. Vous n'avez pas le droit de torturer cette être. Que vous attrapiez une maladie ou non est l'étape d'après. Mais vous n'avez simplement pas le droit de torturer cet être. Parce que ceci est... quelque part, c'est un être sans défense. Voyez, si je vous cours après, avec un fer chaud, là, tout de suite, vous allez essayer de vous échapper. Vous allez appeler à l'aide. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais supposez que vous preniez un fer chaud et commenciez à l'enfoncer dans celui-ci. Où celui-ci va-t-il courir? Même si vous êtes un enfant, vous pouvez un peu vous défendre, oui? Même un enfant de 5-6 ans peut un peu se défendre, n'est-ce pas? Mais celui-ci, aucune défense. Toutes les bêtises que vous faites subir à celui-ci, il doit juste les traverser, pas d'échappatoire. Donc, c'est comme torturer un fœtus, piégé à l'intérieur. Maintenant, vous commencez à lui donner des coups. C'est exactement pareil. Oui? La forme de torture la plus cruelle, la chose la plus cruelle que vous puissiez faire est de vous torturer vous-même, parce que un être totalement impuissant. Tous les autres, aussi impuissants soient-ils, ils peuvent un peu se défendre, n'est-ce pas? Oui? La personne la plus faible peut vous poignarder quand vous dormez profondément. Oui ou non? C'est arrivé, n'est-ce pas? Quelqu'un est faible, vous n'arrêtez pas de lui donner des coups, un jour pendant que vous dormez, il arrive et vous donne un coup. Ils peuvent faire quelque chose. Même quelqu'un de très faible, même un enfant peut vous faire quelque chose. Mais celui-ci, totalement sans défense. Donc, vous n'avez aucun droit de torturer celui-ci, que vous ayez une maladie ou que vous n'en ayez pas. Si vous avez déjà contacté une maladie, si vous êtes déjà allé si loin que vous avez causé des dégâts au système, il vaut mieux qu'il soit assisté de toutes les façons possibles. Oui, définitivement, vous devez arrêter vos bêtises. Mais si le système a besoin de médicaments, d'une opération, de ceci, cela, tout ce qui est nécessaire, ce doit être fait. Essayez de juste les évacuer par la pensée, parce que vous les avez amenés mentalement. Ne pensez pas que vous pouvez les évacuer mentalement. Possible, je ne dis pas du tout. Je ne peux pas dire que c'est non à 100%, c'est possible. Mais vous n'essayez pas de telles choses parce que vous pourriez vous évacuer vous-même. Une fois que ça dépasse un certain point, ensuite personne ne peut vous aider, n'est-ce pas? Oui? Même vos médecins abandonnent à un certain point ou non? Ou ils... Les seuls qui ne vous abandonnent pas, ce sont les assurances.
Tous les autres vous abandonnent à un moment. Les seuls qui ne veulent pas vous abandonner, ce sont les assurances, parce que... vous savez. Donc, faire en sorte que votre mental reste sympa avec cette vie est définitivement votre affaire. Votre mental devrait être sympa avec cette vie, n'est-ce pas? Il devrait travailler pour cette vie. Après tout, votre mental est votre employé. Oui ou non? Pourquoi en avez-vous fait votre ennemi? Si vous ne savez pas comment gérer les gens qui travaillent pour vous, ils vont devenir vos ennemis. Ne vous y trompez pas, n'ayez aucun doute là-dessus. Ça arrive, n'est-ce pas? Si vous ne gérez pas vos propres enfants comme il faut, ils vont devenir vos ennemis. Non? Vous avez des doutes? Non, pas mon fils, il ne fera pas ça. N'ayez aucun doute, il le fera. Si vous ne le traitez pas comme il faut, il va devenir votre ennemi, oui ou non? Oui ou non? C'est ainsi qu'est la vie. Maintenant, comment se fait-il que votre mental, une chose si puissante, si belle, si miraculeuse, soit devenu votre ennemi? Ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder, que vous ayez une maladie ou que ce soit en cours. Dans les deux cas, il est temps d'examiner la chose, n'est-ce pas? Vous ne devriez pas laisser passer une seule seconde parce que faire venir les maladies par la pensée et les évacuer par la pensée n'est pas drôle. Ça va coûter de la vie. Une fois que vous avez une maladie, ça devient une occupation à plein temps. Vous n'aurez plus le moindre luxe de vous asseoir et d'écouter un discours spirituel comme ça. Ça va tout prendre. Vous serez dans une file d'attente à l'hôpital. Oui ou non? Ce n'est pas drôle. Oui? Ce n'est pas drôle. Tant que vous n'y êtes pas, vous ne réalisez pas comme c'est embêtant. Je veux que chacun de vous, aussi bien important que vous soyez, une fois par mois, faites le tour d'un grand hôpital de votre ville. Vous devez le faire. Vraiment, vous devez aller voir. Non pas par plaisir pervers, mais vous devez voir ce qui peut arriver aux êtres humains. Juste de petites choses de travers, c'est tout. Ils n'ont pas commis de grands crimes. Ils ont juste créé chaque jour un peu d'acide dans leur estomac. Voyez où ça les a menés. Si vous gérez tout comme il faut, vous pouvez quand même, vous savez, la satanétique peut entrer en vous et causer des problèmes, qui sait? Oui, vous avez tout géré comme il faut, peu importe. Vous montez dans un avion, vous pensez qu'il n'y a que des gens, mais vous attrapez la grippe porcine. Quelqu'un est un porc, vous ne le savez pas. Si vous faites tout bien, il y a quand même 1 million de problèmes, n'est-ce pas? Oui. La nature de la vie est telle que même si vous buvez du lait, vous pourriez vous empoisonner. Mais si vous parlez de boire du poison et de bien vivre, bonne chance. C'est tout ce que je peux dire. N'est-ce pas ainsi? Si vous mangez de la bonne nourriture, elle peut se transformer en poison dans votre estomac, c'est possible. Si vous mangez les meilleures choses, elles peuvent se transformer en poison. Vous voulez manger du poison et bien vivre? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Parce que c'est le seul moyen pour quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Vous brassez du poison et espérez bien vivre? Oh, il vous faut beaucoup de chance. Toute la tapisserie des étoiles doit être arrangée en ligne droite pour vous. Toutes les étoiles alignées pour vous. Autrement, la vie ne va pas marcher pour vous. Elle va vous avoir. Donc, s'il vous plaît, gardez votre mental aligné. Il doit travailler pour vous. Il doit faire de belles choses pour vous, pas des choses horribles. Pourquoi votre mental fait-il des choses horribles? Donc, maintenant,
je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le supporter. Si je développe du ressentiment, le ressentiment, la colère, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez. Et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Si vous buvez le poison, vous seul mourrez, pas quelqu'un d'autre. Je la déteste, je veux qu'elle meure, je veux qu'elle meure. Il n'y a que vous qui mourrez, pas elle. N'est-ce pas? Vous buvez du poison et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous devez régler ça. Si votre mental travaille contre vous, la toute première chose que vous faites, c'est prenez une pause de toutes les fichues choses que vous faites, peu importe ce que vous faites. Vous comprenez? Votre travail, votre famille, vos bêtises, prenez une pause de tout, allez dans un lieu approprié. Si vous voulez, vous pouvez venir ici, ou aller en Inde, ou aller ailleurs, où que ça vous convienne. Faites quelque chose pour celui-ci, réglez celui-ci avant d'entrer dans le monde, n'est-ce pas? Donc, asseyez-vous quelque part, voyez ce que vous pouvez faire pour celui-ci, parce que, une fois que vous vivez dans ce monde, soit vous devez faire quelque chose de bien pour vous, soit vous devez faire quelque chose de bien pour 10 personnes autour de vous, soit vous vous maintenez vraiment joyeux et vivant, vous ne vous souciez de personne, peu importe, au moins vous êtes heureux, ça nous va. Ou, vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un autour de vous, ça va. Quiconque ne fait aucun bien, ni à lui-même, ni à personne autour de lui, n'a vraiment aucun droit de s'appeler humain, n'est-ce pas? Ce niveau d'intelligence et de conscience, au moins la nature l'a mis en vous, n'est-ce pas ainsi? Oui. Peut-être que vous ne pouvez pas faire de grandes actions dans le monde, peu importe. Au moins marcher avec douceur sur cette planète, vous pouvez au moins faire ça, pas vrai? Oui. Vous ne pouvez peut-être pas aller servir le monde entier, peu importe. Au moins marcher joyeusement. Si vous marchez joyeusement sur cette planète, soudain, vous voyez que le monde entier paraît magnifique. Une fois que le monde entier paraît magnifique, naturellement, vous allez jeter un regard aimant sur tout. C'est un processus naturel. Est-ce ainsi? Si vous traversez ceci très joyeusement, tout ce que vous regardez paraît magnifique. Une fois que tout vous paraît magnifique, vous jetez naturellement un regard très aimant sur tout ce que vous voyez. Vous êtes un être béni. C'est tout ce que ça demande. Et si vous n'êtes pas comme ça, n'est-il pas temps de prendre un peu de temps et de travailler sur vous-même? Non, non, je fais quelque chose d'important. Vous ne faites rien d'important. Parce que, dans tout ce que vous faites, ce que vous êtes va s'exprimer, n'est-ce pas? Ce ne sont pas vos stupides bonnes intentions qui vont s'exprimer. Ce que vous êtes va s'exprimer dans tout ce que vous faites. Si vous avez du poison dans la tête avec de bonnes intentions, vous allez injecter du poison dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde. Plus de dégâts sont causés dans ce monde avec de bonnes intentions qu'avec de mauvaises intentions, n'est-ce pas? En 1934, Adolf Hitler, a prononcé un discours à Hambourg, et il a déclaré « Je fais le devoir de mes ancêtres ». Quand les gens lui ont demandé pourquoi il rassemblait les gens et les envoyait se faire gazer, et je veux que vous compreniez, je crois qu'il ne mentait pas, il y croit. C'est la chose la plus dangereuse. Ce n'est pas un menteur, il croit en ce qu'il fait. C'est ce qui rend l'homme puissant. En peu de temps, la façon dont il a organisé l'ensemble de la nation et fait croire à tout le monde ce en quoi il croit, ce n'est pas une organisation simple, une organisation phénoménale, n'est-ce pas? Parce que l'homme y croit à 100%, et il croit qu'il fait la meilleure chose qui puisse être faite pour le monde. Donc, vos bonnes intentions ne vont pas sauver le monde. Votre façon d'être, et votre façon d'être ne va changer que si vous pouvez respirer, marcher, être allongé, être assis, joyeusement. Si vous ne pouvez pas faire cette seule chose, tout le reste ne sera que poison, quoi que vous fassiez. C'est seulement quand vous vous sentez bien dans vous-même
que vous vous sentez bien vis-à-vis de toute chose autour de vous. C'est seulement quand vous vous sentez bien vis-à-vis de toute chose autour de vous que vous vous déplacez avec un certain sens et valeur de la vie autour de vous. Autrement, peu importe combien de morale vous portez en vous, combien de livres sacrés vous connaissez, vous allez trouver les moyens de faire les choses les plus cruelles. Donc la toute première chose, la toute première responsabilité basique pour un être humain, c'est comment il est assis ici. Êtes-vous assis ici dans la joie? Êtes-vous assis ici à fabriquer de la misère dans votre tête? C'est la toute première chose dont vous devez vous occuper. Après ça, seulement tout le reste. Parce que, autrement, rien d'autre ne marche vraiment. Voyez, s'il vous plaît. Chaque fois que vous vous sentez très malheureux, chaque fois cette pensée vous vient. Vous voulez mettre fin à vos jours, vous ne passez pas à l'action. Mais la pensée vous vient, n'est-ce pas? Oui ou non? Essayez ça, pendant 24 heures, vous restez malheureux. Vous vous distrayez toujours avec la télévision, ou un livre, ou un ami, ou autre. Ne faites pas ça. Pendant 24 heures, restez juste malheureux. En 24 heures, vous allez sérieusement penser à mettre fin à vos jours, c'est sûr. Parce que personne ne peut supporter le malheur plus de quelques minutes. Plus de quelques minutes, vous avez besoin d'une diversion, autrement vous allez devenir fou, n'est-ce pas? Pour comprendre que le malheur ne marche pas, que la vie ne se gère pas comme ça, quelle que soit la situation de votre vie, quelle qu'elle soit, je dis. Quoi qu'il se passe dans votre vie, peut-être qu'en venant au satsang, vous avez tout mis dans votre voiture et que vous n'avez pas de maison où retourner. Peut-être, si vous venez du Michigan. Pas vous, ok, pas vous. Peut-être autre chose. Il peut y avoir beaucoup de choses dans la vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes mieux loti qu'à votre naissance, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé sans rien, au moins vous avez quelque chose maintenant. Vous êtes du côté des profits. Regardez la beauté de la vie. Vous êtes arrivé avec absolument rien. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours du côté des profits, pas des pertes. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. N'est-ce pas? Donc, n'essayez pas d'évacuer votre maladie avec vos pensées, évacuez votre malheur avec vos pensées. Si vous évacuez votre malheur avec vos pensées, maladie ou pas maladie, on verra.